retrouver, même à distance. On aura l'occasion de partager ensemble le module de chimie organique, donc qui fait partie de votre parcours BCG, tronc commun. Donc c'est un module donc, dans lequel on va continuer un petit peu la partie de chimie que vous avez vue l'année dernière et on va se consacrer spécialement à la chimie organique. Je vais essayer de partager avec vous l'écran. Donc, comme ça vous permettra de suivre avec moi la présentation. Donc, dans laquelle on va essayer de voir l'essentiel de la partie qui vous concerne. Donc là, si je peux avoir la présentation. Voilà. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Alors, le temps que le PowerPoint s'ouvre. Voilà. C'est pas le bon, j'ai pas encore l'affichage de la partie qui me concerne. Voilà, est-ce que vous voyez la présentation? Est-ce que vous avez le PowerPoint? Oui, c'est bon? Oui, monsieur. D'accord, parfait. Donc, je le mets. C'est bon, donc il est en grande page. Donc là, c'est bon, c'est le module de chimie organique. Donc, mon nom, c'est Jalal Rachid. Donc, bien sûr, au département des sciences chimiques. Donc, nous avons ce domaine de partage, donc ici dans Teams. Vous pouvez envoyer des messages à n'importe quel moment si vous avez des questions, soit sur le cours, soit sur les TD, soit sur les TP quand on les aura, ou sur quelque chose qui vous concerne au niveau de la FST. Donc là, je serai à votre disposition concernant ce module sur toutes les parties qui le forment. Alors, le module de chimie organique générale. Alors, il s'agit d'un module qui va vous permettre d'avoir des connaissances sur les fondements spécifiquement de la chimie organique. La chimie organique, donc, c'est une discipline dans la chimie, mais qui permet d'avoir des informations sur différents phénomènes qui peuvent être chimiques, biologiques, biochimiques, pharmaceutiques et ainsi de suite. Donc, normalement, pour ce module, nous avons en moyenne 56 heures. Normalement, on devait la faire en présentiel. Vous devez être avec moi ici dans l'amphi. Donc là, je suis dans l'amphi. Je suis désolé, il n'y a pas de caméra dans l'appareil que j'utilise. Donc, vous ne pouvez pas me voir, mais je suis dans l'amphi et j'attends que la situation soit meilleure pour que je vous retrouve, Inch'Allah, ici dans l'amphi. Donc, normalement, le module, c'est 56 heures. On aura une séance de cours, donc à peu près 1h30, 1h30 par semaine. Donc, on commence toujours à 8h30 le mardi. Vous aurez en principe une séance de travaux dirigés d'1h30 par semaine. Vous êtes répartis en 7 groupes. Donc, on va voir comment on essaiera d'organiser les séances de TD de façon que tout le monde puisse en profiter. Alors, dans le module, vous avez aussi des travaux pratiques. Les travaux pratiques, obligatoirement, doivent être en présentiel. Donc, on verra en fonction de l'évolution des choses,
comment on pourra organiser les séances de travaux pratiques. Donc, je vous aviserai au moment venu par rapport à la réalisation de ces travaux pratiques. Donc, ça, c'est l'organisation du volume horaire. Donc, en ce qui concerne l'évaluation... Monsieur, s'il vous plaît, le partage de l'écran. Vous ne voyez pas avec moi la présentation? Non, monsieur. Non, non monsieur. Non. D'accord. Et maintenant? Pas encore. Pas encore, monsieur. D'accord. OK. Donc, je reviens à la diapositive initiale et je vais revoir si je peux faire le partage. Alors, maintenant? Oui, monsieur. C'est bon, c'est bon. D'accord. Oui. Parfait. Alors, je vais essayer de mettre grand écran, si on peut aussi la voir. Vous me dites, vous avez toujours ma présentation? Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Voilà. Alors, la première diapositive donc, que nous avons déjà, sur laquelle j'ai déjà parlé, donc sur le volume horaire et les objectifs du module. Donc, le cours, c'est 1h30, les mardis à 8h30. Les TD, c'est une séance par semaine. Et les TP, c'est 2 ou 3 séances en fonction de l'évolution de la pandémie. Si on peut vous récupérer ici à la FST, on aura la possibilité de faire les travaux pratiques. L'évaluation, donc c'est ce qui concerne la note pour le module. Donc la note pour le module, c'est ce qui vous permet de valider le module et donc de valider le semestre et continuer votre parcours de formation. L'évaluation, donc ce n'est pas pour vous bloquer, mais tout simplement pour contrôler les connaissances que vous avez acquis durant le module. Donc en principe, on aura 2 devoirs surveillés. Un devoir au mois de novembre, le deuxième au mois de janvier. Donc, les 2 devoirs sont équivalents et comptent pour 70% dans la note du module. Normalement, nous avons une note de TD qui compte pour 10%. Elle concerne l'assiduité, la présence et l'activité dans les séances de travaux dirigés. Mais cette note, elle est plus importante si vous êtes en présentiel, si les TD se font en classe. En virtuel, on verra comment on peut organiser cette note. Et la note des travaux pratiques, donc, elle compte pour 20%. Donc ça constitue la note du module. Vous avez plus de 10, vous validez votre module. Sinon, donc, il y a un contrôle de rattrapage pour ceux et celles qui ont une note supérieure ou égale à 5. Le contrôle de rattrapage, il se passe dans les mêmes conditions que les 2 premiers contrôles. Et dans la note, elle compte pour 75% dans la note finale. Et à la fin, donc, on compte le maximum entre la première note du contrôle continu et la note du rattrapage. Donc ça, vous le savez, c'est ce que vous avez fait l'année dernière dans les différents modules, donc je pense que ça ne pose pas de problème. Il y a des questions sur ça avant que je continue? Monsieur, l'écran n'est pas visible. Il l'était et il ne l'est plus, ou depuis tout à l'heure, il n'est pas visible? Et maintenant? Non, pas encore. Monsieur, quelqu'un a partagé son écran parmi les étudiants. D'accord. Bon, celui qui a partagé l'écran, donc s'il vous plaît, essayez de l'enlever. Parce que là, je n'ai pas l'écran. Et maintenant? C'est bon, monsieur. Oui, D'accord. oui, monsieur. D'accord. Donc, essayez, s'il vous plaît,
de désactiver les micros. Vous les activez quand vous avez la parole ou quand vous voulez m'informer de quoi que ce soit. Et en même temps, essayez de ne pas partager l'écran. Merci. Donc, on continue. Des questions sur l'évaluation, l'examen? Donc, c'est bon, ça vous le connaissez. Donc, en principe, c'est ce que vous avez fait l'année dernière dans les différents modules. Alors, le programme, donc, il sera constitué d'un ensemble de chapitres donc, dans lesquels on va introduire la chimie organique. Un premier chapitre, il concerne le carbone. Le carbone, donc, c'est un atome que vous connaissez dans le tableau périodique. Désactivez le micro, s'il vous plaît. Monsieur, je pense que vous devez créer une réunion vous-même. En principe, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est une réunion que j'ai déclarée hier. Oui, monsieur, parce qu'il y en a des gamins. Oui, d'accord. Donc, c'est bon, on l'organisera pour la prochaine fois. Donc, on essaiera de refaire le groupe et de le gérer d'une autre façon. Bon, j'espère que ceux qui sont connectés avec nous, vous avez vos camarades qui sont en train de suivre un module qui fait partie de leur cursus. Je vous demande, s'il vous plaît, de les respecter et de leur laisser le temps de suivre le module. Je vous remercie énormément. Je sais que les conditions ne sont pas faciles, ils ne le sont pas pour tout le monde, mais nous avons la chance de continuer notre travail. Donc là, je vous donne ce que je connais dans la partie chimie organique et vous êtes en train d'assimiler ce qui concerne cette matière. Ça vous permet d'avancer, ça me permet d'être en contact avec vous et si chacun de nous donne un petit peu de soi-même, ça nous permettra de travailler et de continuer dans de meilleures conditions. Donc, j'espère que chacun de vous respecte le souhait des autres. Je vous remercie. Donc, je vais continuer sur la présentation et vous me dites, est-ce que vous avez toujours mon écran devant vous? Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parfait. Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, Oui? pouvez-vous enregistrer le cours? J'ai lancé l'enregistrement, mais apparemment, il y a quelqu'un qui a déjà lancé l'enregistrement, qui a été arrêté. Donc, j'espère que ça va continuer. Donc, je reviens pour voir qu'est-ce qu'il en est. D'accord, donc ça, je le verrai à la fin et je vous dirai est-ce que l'enregistrement a été effectivement réalisé. Vous avez toujours l'écran devant vous? Oui. Monsieur, je ne pense Oui, pas monsieur. que l'enregistrement va être réalisé parce que vous êtes juste invité dans la réunion. Non, il va être réalisé. Bon, pour cette séance, on verra. On termine la séance et après, on verra ce qu'il en est. D'accord. Donc, le programme, un premier chapitre va concerner le carbone. Le carbone, c'est un atome dans le tableau périodique et c'est l'atome central dans toutes les molécules organiques. La molécule organique, elle est basée sur l'atome de carbone. On va étudier un petit peu cet atome pour situer la géométrie, la structure et la composition des molécules organiques. Un deuxième chapitre concerne la nomenclature.
nomenclature, c'est de donner des noms aux molécules. Donc, ça correspond à un ensemble de règles qui nous permettent de nommer les molécules organiques. Ensuite, on va voir l'isomérie. Alors, l'isomérie, ça concerne les structures des molécules, comment les molécules sont constituées, et des relations qu'on peut trouver entre des molécules de même formule brute, mais qui ont des propriétés différentes. On va voir aussi les méthodes d'analyse. Les molécules sont constituées d'atomes. Les atomes sont très petits, infiniment petits. On ne les voit pas à l'œil nu. Mais par contre, ils ont des propriétés physiques et chimiques à partir desquelles on peut les détecter. Ces méthodes, c'est ce qu'on appelle les techniques d'analyse ou les méthodes d'analyse. Je vous donnerai quelques indications sur ces méthodes couramment utilisées en chimie organique. Enfin, on terminera par ce qui concerne la réactivité chimique. Alors, au niveau de la réactivité chimique, ici le plus important dans la chimie, c'est de construire de nouvelles molécules, de préparer de nouvelles molécules. Ça se fait par des réactions chimiques. On va faire réagir des molécules différentes et qui vont nous donner une nouvelle molécule. Cette nouvelle molécule peut avoir des intérêts soit pharmaceutiques, soit sur le quotidien, comme la peinture, comme le vernis, comme les cosmétiques, et ainsi de suite. Donc là, on essaie par la réactivité de trouver de nouvelles molécules, mais cette réactivité, elle est basée sur un certain nombre de règles, et ces règles, on va essayer de les voir pour pouvoir comprendre la réactivité chimique. Alors, pour réussir le module, n'importe quel module, ça vous le savez, le travail est toujours le travail. Le travail doit être fait par une participation active, toujours être à jour par rapport à son cours, essayer d'assister au maximum de séances et faire les révisions nécessaires. Donc là, je vous souhaite bonne chance et bon courage pour le déroulement de ce module, mais aussi pour le déroulement du semestre. Alors, une petite introduction. La chimie, l'objectif, d'une façon générale, c'est de décrire, expliquer et prévoir. Donc, décrire, expliquer et prévoir les transformations de la matière, c'est-à-dire ce qui se passe au cours des réactions chimiques. Donc, la chimie, c'est une science. Elle est basée d'abord sur la description de ce qu'on observe, les phénomènes, et ensuite, essayer de trouver une explication en donnant des règles, en donnant des théories, donc qui permettent par la suite de maîtriser la matière qui est la chimie. Donc, l'objet de la chimie, c'est en particulier l'étude de la réactivité. On se pose les questions pourquoi, comment, Donc, on se pose toujours la question pourquoi, quand et comment les réactions se produisent-elles. Alors, le double intérêt de la chimie, donc d'abord scientifique, essayer de comprendre ce qui se passe dans la nature, la réactivité chimique, pourquoi quand on met un acide avec une base, ils vont réagir dans une réaction acide-base, mais par contre, si on met un acide avec un acide, ils ne réagissent pas.
Donc là, il y a une interprétation logique au niveau de la réaction. L'acide va nous donner H+, la base va nous donner OH-, et donc H+ réagit avec OH-. On a une explication de la réactivité. Et ça, on peut le faire pour l'ensemble des réactions chimiques, et le fait de les comprendre d'une façon scientifique, d'une façon théorique, ça nous permet de maîtriser la réactivité chimique et d'orienter la réaction vers le produit qui nous intéresse. On est en train maintenant de chercher un médicament pour contrer le Covid-19, de chercher un vaccin pour augmenter l'immunité de la population contre le Covid-19. Eh bien ici, on est en train de chercher de nouvelles molécules qui vont combattre le Covid-19. Chercher ces molécules, c'est utiliser les réactions chimiques, utiliser la théorie, ce qu'on connaît dans la chimie, pour aboutir à une molécule qui va nous permettre de combattre le Covid-19. Ça peut faire partie de l'activité d'un scientifique spécialisé en chimie. Donc ça, le côté scientifique. Sur le côté pratique, donc la chimie nous permet, par l'étude de la réactivité, trouver de nouvelles molécules qui vont avoir un apport spécifique pour la vie de tous les jours. Alors la chimie, son application, donc elle est dans différents domaines, et pratiquement tout ce que vous touchez peut être un fruit ou un produit de la chimie. Ce que vous avez devant vous, peut-être vous avez votre écran d'ordinateur, il est constitué en matériaux. La plupart du temps, c'est du plastique qui est travaillé avec différents ingrédients. Eh bien, ce matériau, c'est le produit de la chimie. Quand vous vous lavez les mains, on vous demande d'utiliser le gel hydroalcoolique. Eh bien, le gel hydroalcoolique, c'est une formulation à partir de produits chimiques. Il y a de l'alcool, il y a de l'eau oxygénée, il y a de la glycérine, il y a de l'eau, et tout est mélangé dans des conditions spécifiques qui ont été étudiées par la formulation et qui nous permet de préparer ce gel hydroalcoolique qu'on nous demande d'utiliser le plus souvent quand on n'a pas de l'eau et du savon pour se laver les mains et donc se protéger du Covid-19. Mais bien sûr, la chimie, on va la trouver dans l'énergie, l'essence, donc qu'on met dans les voitures, dans les mobylettes, et ainsi de suite. Donc, il est obtenu par craquage au niveau du pétrole. Donc, là aussi, ce sont des transformations chimiques. Dans l'agriculture, donc tout ce qui est engrais, les pesticides, c'est aussi des produits chimiques. Au niveau de la santé, donc là, comme vous le savez, l'ensemble des médicaments donc, sont dans la plupart du temps des molécules synthétiques obtenues au laboratoire par des études chimiques. Dans les médicaments, on peut aussi trouver des produits naturels, mais qui sont extraits à partir du monde végétal ou animal. Donc ça, c'est parmi les quelques utilisations qu'on peut définir, qu'on peut trouver pour la chimie. Bon, ici, je vais passer rapidement. Donc là, ce sont juste des informations que vous pouvez trouver n'importe où, mais c'est un petit peu l'historique de la chimie. Donc la chimie, ce n'est pas une science de ce siècle ou du siècle dernier, mais c'est depuis l'Antiquité. Donc l'homme a toujours essayé de comprendre ce qui se passe dans la nature devant lui, essayer de le comprendre, la teinturerie par exemple, colorer les choses, utiliser des colorants. Donc ça, c'était de la chimie, mais à l'époque, elle n'était pas d'une façon scientifique, mais c'était surtout d'une façon empirique. Alors l'alchimie, c'est une période dans laquelle il y avait des progressions au fur et à mesure. Ça a pris du temps et il faut considérer à partir du XVIIe siècle
qu'il y a eu un peu plus de compréhension de la matière chimie. Alors ensuite, donc, il y a eu un ensemble de découvertes par des d'éminents scientifiques, quelques-uns que vous en connaissez, Lavoisier par exemple, Berthelot, Proust et ainsi de suite. Donc ils ont apporté beaucoup d'informations sur l'évolution de la chimie. Au 19e siècle, donc, de grandes théories commençaient à apparaître. Donc ici, vous retrouvez Mendeleïev. Mendeleïev, donc là, ça vous rappelle bien sûr le tableau périodique. Et donc, à partir de là, une évolution considérable au niveau de la compréhension de la théorie de la chimie. Donc, au XXe siècle, ça a encore évolué beaucoup plus rapidement avec plusieurs découvertes. Voilà, et bien sûr, ça continue toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, je reviendrai un petit peu sur la séparation au niveau de la science chimie. Donc au départ, il y avait 3 grandes classes au niveau de la chimie. La chimie minérale, elle s'occupe de tout ce qui est non vivant, le sol, les roches, l'atmosphère, la composition par des gaz et ainsi de suite. La chimie organique, elle va considérer tout ce qui est vivant, les plantes, les arbres, ce qui est extrait à partir des plantes, ou du monde animal, ce qui est extrait à partir des animaux. Donc, ça va constituer la chimie organique. Et une autre variante, la chimie générale ou la chimie physique, c'est une partie entre les deux et qui permet d'étudier la réactivité du point de vue thermodynamique, du point de vue cinétique, du point de vue comportement des molécules entre elles. Alors, on s'est rendu compte par la suite que pour la chimie organique, eh bien, toutes les molécules sont constituées d'atomes ou d'une ossature d'atomes de carbone. Alors, les molécules organiques contiennent surtout du carbone, de l'hydrogène, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. C'est les constituants essentiels qu'on va trouver dans les molécules organiques, surtout l'atome de carbone. Mais on trouve d'autres éléments, les halogènes par exemple, certains métaux. Mais toutes les molécules organiques sont constituées, contiennent une ossature en atomes de carbone. Donc, à partir de là, la chimie organique est devenue comme spécialité la chimie des composés du carbone. Les composés du carbone, ça inclut aussi bien les molécules préparées au laboratoire que les molécules qu'on peut avoir à partir des végétaux ou du monde animal par extraction. Bon, ici, juste pour vous montrer que aujourd'hui, la science n'est plus spécialisée en une seule discipline. Quand on parlait de la chimie, donc on ne peut plus aujourd'hui parler d'un chimiste seul, mais chaque discipline, elle a des interactions avec les autres disciplines. Et donc la chimie a des interactions avec la physique, la biologie, la géologie, la médecine, l'environnement, et ainsi de suite. Et donc, il y a maintenant différentes spécialités dans lesquelles on va retrouver une pluridisciplinarité. Il faut connaître un petit peu de chimie, un petit peu de biologie, un peu de géologie, des mathématiques, de la physique, de la médecine, et ainsi de suite.
Donc ça, c'est au niveau de votre formation. Donc vous devez être toujours conscient que on doit avoir plusieurs facettes, plusieurs connaissances, plusieurs compétences pour pouvoir trouver sa place dans le domaine du travail. Voilà, c'était une petite introduction sur le module, sur la chimie d'une façon générale. Donc, on va entamer le premier chapitre. Comme je vous l'ai dit, il concerne l'atome de carbone. Et pour l'atome de carbone, donc, on va s'intéresser à la structure électronique et liaison chimique. On va commencer par la structure électronique de l'atome de carbone. C'est l'atome qui nous intéresse, l'atome de carbone. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence le chapitre? Je vous écoute. Vous êtes toujours là? Oui, monsieur, on est toujours là. Oui, monsieur. Oui, monsieur, pas de question. Oui, Parfait. monsieur, pas de question. D'accord. Oui, Donc, monsieur. parfait, parfait, très bien. Voilà, donc on va commencer par un petit rappel. Donc des choses que vous connaissez déjà, que vous avez vues l'année dernière, sur la valence et l'hybridation. Alors comme vous le savez, l'atome est constitué d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Les électrons se trouvent dans ce qu'on appelle orbital. L'orbital, c'est un domaine de probabilité de présence de l'électron. Chaque orbital peut contenir au maximum 2 électrons. Alors, les orbitales sont définies par des nombres quantiques. N, L et M. Vous avez toujours l'écran devant vous? Oui, monsieur. C'est bon? D'accord. Oui, monsieur. Parfait. Désactivez les micros au fur et à mesure, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand on prend un atome, il est constitué d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Alors, les électrons qui tournent autour du noyau, ils se trouvent dans des orbitales atomiques. Alors, les orbitales atomiques, alors ce sont des couches tout autour du noyau. Alors, ces orbitales atomiques sont définies par des nombres quantiques N, L, M et S. Donc ici, nous avons la couche N égale à 1, c'est la couche K. Ensuite, vous avez la couche N égale à 2, N égale à 3, et ainsi de suite. Vous avez L qui est compris entre N-1 et N plus 1, et M qui est compris, donc vous avez la valeur de M, et vous avez S qui correspond au spin. Alors, les orbitales atomiques sont centrées autour du noyau, et ces orbitales sont définies en fonction du nombre quantique L. Alors, quand L est égal à 0,
Quand L est égal à 0, vous avez l'orbital S. Donc, si je prends l'atome de carbone, l'orbital S, c'est une sphère centrée sur le noyau. L'électron peut se trouver dans n'importe quelle position dans cet orbital S. Quand L est égal à 1, nous avons l'orbital P. L'orbital P est constitué de 2 lobes, ici, centrés sur le noyau de l'atome de carbone. Alors, ces 2 lobes sont dirigés selon les axes. Donc, ici, l'axe des X, mais on a un autre selon l'axe des Y. Donc, c'est une orbitale dirigée, constituée de 2 lobes, ici, dans l'axe des Y. Et vous avez la même chose, une orbitale perpendiculaire dans l'axe des Z. Donc ça, ce sont les orbitales. Alors les liaisons se forment, bien sûr, donc on a dit l'orbitale atomique, elle peut contenir au maximum 2 électrons. Ici, 2 électrons au maximum, la même chose pour chaque orbitale. Ici, si c'est l'axe des Y, on va l'appeler 2py. L'axe des X, on a 2px. Donc, pour former la liaison entre les atomes, la liaison, c'est un partage d'électrons entre les 2 atomes. Un atome de carbone va apporter un électron, un autre atome de carbone apporte un électron, et par partage des électrons, on forme la liaison. Alors, ce partage se fait par un recouvrement d'orbitales atomiques. Alors, le recouvrement peut être axial si on considère l'orbital S. Vous avez un atome de carbone qui a l'orbital ici S, qui contient l'électron. Et vous avez un autre carbone qui a aussi l'orbital S et qui contient aussi l'électron. Donc, vous avez le recouvrement des 2 orbitales atomiques. Ça nous donne les 2 atomes de carbone avec ici le recouvrement des 2 orbitales atomiques, un recouvrement axial qui va me donner la liaison entre les 2 atomes de carbone dans laquelle il y a les 2 électrons. J'ai donc une liaison entre les 2 atomes de carbone. Ce recouvrement se fait selon l'axe de la liaison. C'est ce qu'on appelle un recouvrement axial. Et ça nous donne une liaison qu'on va appeler la liaison sigma. Donc ça, c'est avec les orbitales de type S. Avec l'orbital de type P, nous avons le carbone qui a l'orbital ici de Px, qui contient l'électron. Et nous avons un autre atome de carbone qui a aussi l'orbital de Px. Et là, il y a le recouvrement entre les 2 orbitales de Px du premier carbone, de Px du deuxième carbone. Le recouvrement, ça nous donne entre les 2 atomes, donc une orbitale ici, ça va devenir l'orbitale moléculaire. Donc le recouvrement, de la même façon, chaque orbitale apporte un électron, donc un électron ici, un électron de cette orbitale. Ça nous donne donc les 2 électrons. Et avec les 2 électrons, on forme la liaison. Donc on a la deuxième liaison entre les 2 atomes de carbone. On avait la première axiale. Maintenant, on a la deuxième qui est latérale. Cette liaison, c'est une liaison latérale. Axiale, la première, ici, selon l'axe de la liaison. Latérale,
Ici, l'orbital P, c'est ce qu'on appelle la liaison de type pi. On retient ici que pour l'atome de carbone, les orbitales qui nous intéressent, c'est les orbitales S et P. L'orbital S, elle est sphérique. L'orbital P est constitué de 2 lobes. L'orbital S peut donner par recouvrement axial une liaison de type sigma. L'orbital P, par un recouvrement latéral, elle va nous donner une liaison de type pi. Les orbitales atomiques, au niveau d'un atome, c'est un domaine, c'est une zone dans laquelle on va retrouver les électrons. Pour former les liaisons, il y a un recouvrement d'orbitales atomiques des 2 atomes qui vont faire former cette liaison. Ce recouvrement peut être axial, les orbitales S, des fois les orbitales P. Ça nous donne ce qu'on appelle une liaison sigma, une liaison axiale. Le recouvrement peut être latéral, on ne peut l'avoir qu'avec l'orbital de type P et ça nous donne une liaison pi. L'atome de carbone. Alors, en ce qui concerne l'atome de carbone, Z égale à 6. Z, c'est le numéro atomique. Ça nous donne le nombre d'électrons. Ce nombre d'électrons, il est réparti dans les orbitales atomiques selon ce que vous avez vu l'année dernière, la configuration électronique. On répartit les électrons dans les orbitales atomiques. Il y a d'abord un S, elle contient 2 électrons. Ensuite, 2S qui contient 2 électrons. Et vous avez 2P qui est constitué de 3 orbitales. Ici, l'une, c'est 2px, dirigées selon les axes x, y et z, 2px, 2py et 2pz. Donc, 3 orbitales qui ont la même énergie, ils sont accolés. Alors, normalement, les orbitales du point de vue énergétique, si vous prenez le cas d'un atome, vous avez d'abord l'orbital 1s, ici, l'orbital 2s et l'orbital 2p. L'orbital 1s constitué, donc elle peut contenir 2 électrons, un premier électron, un deuxième électron, donc qui ont 2 spins différents, donc S plus 1,5 et S moins 1,5. On passe à l'orbitale au-dessus, elle peut aussi contenir 2 électrons, un électron avec spin plus 1,5, un électron avec spin moins 1,5. On a 4 électrons. Pour former les 6, il nous reste 2 électrons. Le remplissage à ce niveau, on commence par remplir des électrons de même spin dans les orbitales de même énergie. Donc, un électron, un deuxième électron, ça nous fait au total 6. On a donc la configuration électronique 1s2, 2s2 et 2p2. Donc, ça, c'est la configuration électronique à l'état fondamental pour l'atome de carbone. Cette partie, c'est ce qu'on considère comme étant la couche externe. La couche externe, c'est la partie à l'extérieur au niveau de l'atome et c'est ce qui est en contact avec les autres atomes et c'est ce qui nous permet de faire l'échange d'électrons, donc former des liaisons et avoir une réactivité. C'est cette couche qui nous intéressera et on essaiera toujours de se focaliser sur la couche externe. Donc, pour former les liaisons, ce sont les électrons célibataires. Un électron célibataire, c'est un électron qui est seul. Ça, c'est un électron célibataire. Ici, c'est
un doublet. Donc ici, pour cette orbitale, elle a besoin d'un autre électron pour qu'elle soit pleine. Alors cet électron, elle va le récupérer d'un autre atome par un recouvrement d'orbital atomique, donc par formation de liaison qui peut être axiale ou latérale, qui peut être liaison sigma ou liaison pi. Donc ce sont les électrons célibataires qui forment les liaisons. Ici, pour le carbone, on a 2 électrons célibataires. Et dans la couche externe, l'atome de carbone a 4 électrons. Alors ici, on va parler d'électrons de valence et de valence d'un élément. Les électrons de valence, ce sont les électrons de la couche externe. Pour l'atome de carbone, on a 4 électrons dans la couche externe. Par contre, la valence d'un élément, elle correspond au nombre de liaisons qu'il peut former. L'atome va former des liaisons quand il a un électron célibataire. Il va chercher un autre électron pour le partager et former la liaison. Donc, le nombre de liaisons que peut former un atome, c'est le nombre d'électrons célibataires. Pour le carbone, on en a 2 ici. Alors, ces 2 électrons, donc l'atome de carbone a une valence égale à 2. Donc, retenez bien cette définition. Électrons de valence. Électrons de valence, ce sont les électrons de la couche externe. Le carbone, on en a 4. La valence d'un élément, c'est le nombre de liaisons que peut avoir un atome. Le carbone a 2 électrons célibataires. Il a donc une valence égale à 2. S'il a une valence égale à 2, ça veut dire que le carbone peut former 2 liaisons. Alors, dans la nature, on trouve effectivement des molécules dans lesquelles le carbone forme 2 liaisons. Le CO, par exemple, le monoxyde de carbone, c'est un gaz naturel, donc on trouve dans l'atmosphère. Donc là, le carbone forme 2 liaisons. Mais par contre, dans les molécules organiques et dans la majorité des molécules dans lesquelles intervient l'atome de carbone, on trouve que le carbone forme 4 liaisons. 4 liaisons, ça veut dire qu'il a une valence égale à 4. Quand vous prenez le méthane, le CH4, vous avez le carbone avec 4 liaisons. Ici, le CH4, c'est le méthane, un gaz connu. Alors, pour expliquer la formation, si vous pouvez arrêter le micro, s'il vous plaît. Donc, pour expliquer cette valence de 4, l'existence de 4 liaisons au niveau de l'atome de carbone, eh bien, on va penser à un état excité. La différence d'énergie, comme on a vu tout à l'heure, entre l'orbital 2s et l'orbital de p, ici 2s et de p, est très faible. Donc, un électron de l'orbital 2s va passer dans l'orbital de p et on passe à un état excité dans lequel, cette fois, dans la couche externe, nous avons 4 électrons célibataires. 4 électrons célibataires, 4 liaisons, valence égale à 4. Donc, le carbone va former 4 liaisons et être dans un état plus stable. Jusque-là, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. comment on va connaître la valence d'un élément? Alors, pour chaque élément, il est
caractérisé par son numéro atomique Z. Le numéro atomique va nous donner le nombre d'électrons. Les électrons d'un atome sont répartis dans les orbitales atomiques, dans ce qu'on appelle la configuration électronique. Donc ici, vous avez la configuration électronique. Donc rappelez-vous, vous avez vu qu'on a l'orbital 1s, on a 2s, 2p, vous avez l'orbital 3s, 3p, et ainsi de suite. Chaque orbital contient 2 électrons. Donc quand vous avez le numéro atomique Z d'un atome, ça vous donne le nombre d'électrons. Ces électrons, vous allez les répartir dans les orbitales atomiques. Pour le carbone, on a Z égale à 6. On a 2 électrons ici. Plus 2, ça fait 4. Et plus 2, ça fait 6. On a donc les 6 électrons. Et quand on regarde la répartition au niveau des orbitales atomiques, on voit ici que dans l'état fondamental, l'atome de carbone a 2 électrons célibataires, donc il a une valence égale à 2. Il peut former 2 liaisons. D'accord, c'est clair? D'accord, monsieur, merci. Alors, pour... Monsieur, Oui, monsieur, comment on peut déterminer une molécule stable ou instable? bon, ça, on le verra par la suite. La stabilité d'une molécule va dépendre de son énergie. C'est l'énergie qui donne la stabilité de la molécule. Alors, cette énergie, elle est définie par rapport aux interactions qu'il y a entre les atomes qui constituent la molécule. Est-ce que tous les atomes ont leur couche externe pleine? Est-ce qu'il n'y a pas d'interaction ou de gêne entre les atomes qui constituent la molécule? Donc là, ce sont des notions qu'on va voir au fur et à mesure et ça vous permettra de comprendre d'abord comment les molécules se construisent et ensuite quelles sont les interactions qui permettent de minimiser l'énergie et donc de stabiliser la molécule. Donc ça, on va le voir au fur et à mesure. Alors, je vous rappelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans l'équipe Teams, je vous ai laissé un document hier qui contient la partie qu'on est en train de voir aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu la télécharger? Oui, on peut le télécharger, monsieur. D'accord, très bien. Très bien. Donc, au fur et à mesure, je vous laisserai des documents dans l'équipe Teams. Comme ça vous permet de suivre le module dans les meilleures conditions. Alors, on va voir l'hybridation sp3. Alors, si on prend le cas du méthane, CH4, donc CH4, le carbone avec 4 liaisons. Ici, vous avez une liaison entre le carbone et l'hydrogène. Donc, ça veut dire que vous avez 2 électrons partagés entre le carbone et l'hydrogène. Le carbone, par exemple, a un électron dans l'orbital 2s, un électron. L'hydrogène, Z égale à 1, il a un seul électron. Il est dans l'orbital, ici, 1s. Le recouvrement des 2 orbitales du carbone et de l'hydrogène, donc le carbone, l'orbital 1s, l'hydrogène, l'orbital 2s et l'hydrogène, l'orbital 1s, un électron, ça nous donne la liaison entre le carbone et l'hydrogène avec les 2 électrons. Ici, un électron et un électron. C'est la liaison entre le carbone et l'hydrogène par un recouvrement, ici un recouvrement axial,
un recouvrement selon l'axe, ici, de la liaison. C'est donc ici une liaison sigma. Donc ici, dans le méthane, CH4, le carbone va former 4 liaisons avec 4 hydrogènes. Donc rappelez-vous la configuration électronique externe, 2s1, 2p3. Donc on a un électron dans l'orbital S. Il va former l'orbital S, un recouvrement ici axial, la première liaison sigma. Si on prend la deuxième liaison entre le carbone et l'hydrogène, on va prendre un électron de l'orbital P. Et pour l'orbital P, les orbitales P, donc comme vous le savez, sont dirigées selon les axes X, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc si vous avez un électron dans l'orbital de Px, l'orbital de Px dirigé selon l'axe des X et l'orbital de Py dirigé selon l'axe des Y. Donc toujours par un recouvrement avec l'orbital 1s de l'hydrogène, si j'ai ici un hydrogène, son orbital 1s, par un recouvrement axial, va me donner une liaison ici entre le carbone et l'hydrogène. Si j'ai ici le carbone, ça me donne par exemple cette liaison ici entre le carbone et l'hydrogène. De la même façon, sur l'orbital ici de PY, un hydrogène, par un recouvrement axial, va me donner une liaison entre le carbone et l'hydrogène. Ici, une autre liaison entre le carbone et l'hydrogène. Une autre liaison entre le carbone et l'hydrogène. Alors, ces orbitales, si vous les regardez, ils sont dirigés selon l'axe des X et l'axe des Y. Entre l'axe des X et l'axe des Y, vous avez ici un angle droit. C'est un repère orthonormé. C'est un angle de 90 degrés. Ça veut dire que l'angle entre les liaisons va être un angle de 90 degrés. Pour les deux hydrogènes ayant un recouvrement axial selon ces orbitales. Mais en réalité, donc, quand on analyse la molécule du méthane, on trouve que les liaisons sont identiques et que l'angle, il n'est pas égal à 90 degrés, mais qu'il est égal à 109 degrés 28. Alors la chimie, c'est une science expérimentale. Et dans une science expérimentale, on se réfère toujours à la réalité expérimentale, ce qu'on découvre expérimentalement. Quand on parle des orbitales, ici, quand on dit une orbitale qui contient l'électron, c'est une théorie. La réalité, autour de l'atome, il n'y a pas une orbitale qui est dessinée, mais il y a tout simplement un noyau et un électron qui tourne autour. Et en tournant autour du noyau, il va décrire cette orbitale. Cette orbitale, c'est une démonstration mathématique qui nous a permis ou qui nous permet de dessiner le domaine où se trouve l'électron. Donc, quand on utilise cette théorie avec les orbitales S et P, ça nous donne un angle de 90 degrés qui est différent de l'angle réel, de l'angle qu'on peut découvrir expérimentalement dans la molécule. Donc, ça veut dire que la théorie de ces orbitales n'explique pas la géométrie autour de l'atome de carbone. Il va falloir modifier cette théorie pour répondre à la réalité expérimentale.
Donc, ça se fait par ce qu'on va appeler l'hybridation. Donc, l'hybridation, les orbitales atomiques comme étant des équations sur lesquelles on peut travailler. On va considérer que les orbitales S et P, au niveau de l'atome de carbone, on a une orbitale S, on a une orbitale S et 3 orbitales P. On a donc 4 orbitales. Ces 4 orbitales vont se mélanger entre eux et nous donner 4 nouvelles orbitales. On a l'orbitale S, l'orbitale de Px, de Py et de Pz. Ici, c'est les orbitales de P. Ils vont nous donner, on a 4 orbitales, 1, 2, 3 et 4. Ils vont nous donner 4 orbitales qu'on va appeler sp3, une première, sp3, sp3 et sp3. 4 orbitales nous donnent 4 orbitales hybrides sp3. Si l'orbitale S ici, on a vu, c'est une sphère centrée sur le noyau, eh bien l'orbitale sp3 est constituée d'un grand lobe, celui-là. C'est ce qui nous intéresse, et d'un petit lobe, ici, ce petit lobe. Alors, ce grand lobe, par un recouvrement axial, va nous donner une liaison de type sigma. Si vous avez un hydrogène, par exemple, qui a son orbitale S, un S, par un recouvrement axial, on forme la liaison entre le carbone et l'hydrogène. Donc ici, on est parti de 4 orbitales S et de P, et on a formé 4 nouvelles orbitales qu'on appelle sp3. Les 4 maintenant sont identiques, la même géométrie, la géométrie que j'ai ici, et ils sont centrés sur l'atome de carbone. Alors, chaque orbitale contient un électron. Vous avez ici votre atome de carbone et vous avez les 4 orbitales sp3, sp3, sp3. Chaque orbitale contient un électron. L'électron est chargé négativement. Quand vous mettez 2 électrons l'un à côté de l'autre, ils vont se repousser. La même charge négative, ils vont se repousser. Eh bien, en même temps, ces orbitales vont aussi se repousser. La même chose ici, on a un électron. Les orbitales vont se repousser. Donc, les 4 orbitales vont prendre la géométrie autour de l'atome de carbone de façon qu'elles soient le plus éloignées possible l'une de l'autre, puisque chacune contient un électron. Eh bien, du point de vue géométrique, les 4 orbitales vont occuper le sommet ici d'un tétraèdre. Ici, ici et ici. Les 4 orbitales occupent le sommet d'un tétraèdre centré sur l'atome de carbone. Chaque orbitale va former une liaison. Et quand on prend ces liaisons qui sont dirigées vers le sommet d'un tétraèdre, ça nous donne ici, du point de vue géométrique, un angle de 109 degrés 28. C'est l'angle
qu'on trouve expérimentalement au niveau des liaisons autour de l'atome de carbone. Donc, cette théorie de l'hybridation, elle nous explique la formation des liaisons autour de l'atome de carbone. On retrouve l'angle de 109 degrés 28. L'hybridation, les orbitales hybrides, c'est une combinaison linéaire des orbitales S et P autour de l'atome de carbone. Ça nous donne 4 orbitales hybrides. Ici, on a une orbitale hybride, sp3, qui par recouvrement axial avec l'orbitale, ici sp3, ici l'orbitale 1s de l'hydrogène, par un recouvrement ici axial, ça nous permet d'avoir la liaison entre le carbone et l'hydrogène, la liaison entre le carbone et l'hydrogène, avec l'angle de 109 degrés 28. C'est clair pour la formation de ces liaisons? Donc, je vous rappelle juste au niveau de ce schéma, alors quand on écrit les molécules, normalement, on les dessine en projection dans le plan. Quand on écrit dans la feuille, par exemple, ou au tableau, ben, on projette une molécule dans le plan alors que la molécule est tridimensionnelle, elle est dans l'espace. Quand vous regardez ici le tétraèdre, en ce qui concerne le tétraèdre, ce sommet est dans le plan, ce sommet est dans le plan, on les dessine par un trait plein. Dans le plan, c'est un trait plein. Par contre, si vous prenez ce sommet ici, ce sommet, il est en avant du plan, il est vers l'avant. Alors, pour montrer vers l'avant, on utilise ce signe-là. Vers l'avant, c'est un trait plein. Donc là, ça montre que la liaison est en avant du plan. De même, cette liaison dans le tétraèdre, ici, elle est en arrière. On la dessine en pointillé. Ici, pour montrer que la liaison est dirigée vers l'arrière, on la dessine en pointillé. Donc, ça nous permet de montrer les liaisons dans leur position, ce que c'est dans le plan, en avant ou en arrière du plan. Donc, l'hybridation sp3, une combinaison linéaire de l'orbital s, 3 orbitales p, ça nous donne 3 orbitales sp3 dirigées vers le sommet d'un tétraèdre et formant un angle de 109 degrés 28. Alors maintenant, pour l'hybridation sp2. Alors ici, on va prendre une orbitale, l'orbitale S, pardon, donc rapidement. On va prendre l'orbitale de S, on va prendre l'orbitale de Px et de Py. Donc ici, nous avons 3 orbitales. Ils vont nous donner 3 nouvelles orbitales qu'on va appeler maintenant sp2. sp2, sp2 et sp2. Et il nous reste l'orbitale de pz qu'on ne change pas. Elle va rester dans l'état de pz. Rappelez-vous que les orbitales p en cette géométrie et par un recouvrement latéral, ils forment des liaisons pi.
Alors, les trois orbitales sp2 vont avoir la même géométrie que les orbitales sp3, donc constituées d'un grand lobe et d'un petit lobe. Le grand lobe, c'est ce qui forme la liaison. On en a trois. Chacune contient un électron. Donc, si vous avez trois orbitales qui contiennent des électrons, pour s'éloigner l'une de l'autre par rapport à l'atome, une orbitale sera ici et une orbitale sera de ce côté. sp2, sp2, autour de l'atome de carbone. Une orbitale sera de ce côté-là, une orbitale ici et une orbitale ici. Chaque orbitale qui contient un électron, ils vont se repousser, s'éloigner le plus possible. Eh bien, ils vont occuper un triangle équilatéral. Ce triangle, donc dans le triangle, l'angle qui va être ici entre les deux liaisons, c'est un angle de 120 degrés. Donc, les trois orbitales sp2, par un recouvrement axial, vont former des liaisons de type sigma. Il me reste l'orbitale de pz. J'ai ici les orbitales, ici sp2. sp2, par un recouvrement axial, me donne liaison sigma. sp2, par un recouvrement axial, me donne la liaison sigma. Et il me reste l'orbitale ici de pz, dans sa forme initiale, qui peut donner par un recouvrement latéral une liaison de type pi. Donc ici, entre les deux atomes de carbone, j'ai ici un atome de carbone et un atome de carbone. Les orbitales sp2, pardon, ici par un recouvrement axial, ça me donne la liaison sigma. Et les deux orbitales de pz que j'ai gardées, ici de pz, par un recouvrement latéral, me donne la liaison pi. Et donc, entre ces deux atomes de carbone, les deux atomes de carbone, j'ai un recouvrement axial, deux électrons, qui me donne la liaison sigma. Et j'ai un recouvrement latéral, j'ai ici deux électrons, et qui me donne la liaison pi. Entre les deux atomes de carbone, j'ai donc deux liaisons. C'est une double liaison. Elle est formée par un recouvrement axial d'orbitales atomiques, liaison sigma, par les orbitales sp2, et un recouvrement latéral par les liaisons, par les orbitales p, et qui me donne une liaison pi. L'angle que nous avons entre les liaisons, c'est un angle de 120 degrés qu'on explique ici par le triangle autour de la liaison. Donc, l'hybridation sp2, c'est une combinaison linéaire d'orbitales atomiques, une orbitale s et deux orbitales p, qui me donnent trois orbitales sp2. Ils vont former des liaisons sigma et forment un angle de 120 degrés dans le plan. Une orbitale sous forme p va me permettre d'avoir une liaison pi avec un recouvrement latéral. On a donc deux liaisons entre les deux atomes de carbone, et ce qui explique la formation de la double liaison. Alors maintenant, l'hybridation sp. Pour l'hybridation sp,
Donc, on va garder le même raisonnement. Une orbitale S et une orbitale P vont s'hybrider, combinaison linéaire. Deux orbitales vont nous donner deux orbitales de type SP. Il nous reste deux orbitales de type P par un recouvrement latéral vont former des liaisons de type pi. Donc, on a l'orbitale 2s, l'orbitale de px. Les deux, par hybridation, vont nous donner une orbitale sp et une orbitale sp. Il nous reste deux py, deux pz, qui restent dans leur forme initiale, de py et de pz. Donc ici, c'est l'hybridation. Les orbitales S et P, ils ont toujours la même forme. Un petit lobe et un grand lobe. Le grand lobe qui, par recouvrement axial, peut former des liaisons de type sigma. Autour de l'atome de carbone, on a deux orbitales sp. Chaque orbitale contient un électron. Pour être le plus éloigné possible, une va être d'un côté et l'autre orbitale sp va être de l'autre côté. Et ils forment un angle de 180 degrés. L'atome de carbone, ici l'orbitale sp, et ici la deuxième orbitale sp, avec un angle de 180 degrés. Le plus éloigné possible l'une de l'autre. Alors, les deux orbitales sp, ici sp, et ici l'orbitale sp, un électron, vont former des liaisons sigma par recouvrement axial. Et il me reste les deux orbitales de py, ici, qui par recouvrement latéral va former une liaison pi, et l'orbitale de pz, par exemple, qui est là. Donc, les deux orbitales entre deux atomes de carbone, un carbone et un carbone. J'ai ici, par recouvrement axial des orbitales sp, la liaison sigma. J'ai ici l'orbitale, par exemple, de py et de py. Par un recouvrement latéral, va me donner une première liaison pi. Et en même temps, j'ai la deuxième orbitale de type P, celle-là, avec celle-là. Ils vont aussi faire un recouvrement latéral et former une deuxième liaison pi. Donc, autour de l'atome de carbone, je vais avoir ici un recouvrement axial qui me donne la liaison sigma. Un premier recouvrement latéral ici qui me donne une liaison pi et un deuxième recouvrement latéral qui me donne la deuxième liaison pi. J'ai donc entre ces deux atomes de carbone trois liaisons par partage d'électrons, une liaison par recouvrement axial des orbitales sp et deux liaisons par recouvrement latéral des orbitales p. On a donc une triple liaison. Les micros, s'il vous plaît. On a donc une triple liaison entre les deux atomes de carbone. Si vous avez des questions, je vous écoute. Messieurs, Oui. est-ce que l'hybridation intéresse juste les atomes qui entourent l'atome central? Alors, l'hybridation
c'est une architecture au niveau d'un atome. Donc ici, on la voit pour l'atome de carbone, mais ça peut être pour d'autres atomes. Ici, on l'a vu pour les orbitales S et P, mais comme vous le savez, dans la couche d'un atome, on a l'orbital S, l'orbital P, mais on a aussi les orbitales D et les orbitales F. Eux aussi peuvent faire des hybridations, mais d'un autre type. Ça ne nous intéresse pas par rapport à l'atome de carbone. Donc ça, vous pouvez le voir par la suite si vous en avez besoin. Mais pour le moment, on reste focalisé sur l'atome de carbone. L'atome de carbone, on a l'hybridation entre les orbitales S et P, qui va nous donner l'hybridation sp3, ou l'hybridation sp2, ou l'hybridation sp. Alors par contre, pour cette hybridation, si on prend par exemple une molécule organique qui est constituée de plusieurs atomes. Donc ici, vous avez 3 hydrogènes, un hydrogène, on a un CH, ici vous avez un CH2, et ici vous avez un CH. Donc là, c'est une molécule organique constituée de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 atomes de carbone. Alors, quand vous parlez d'atome central, c'est-à-dire un seul atome, ici, nous avons les 6 atomes et on peut considérer chacun des atomes. Donc, si je prends le carbone qui est au milieu, celui-là, alors pour ce carbone, il forme une liaison sigma avec ce carbone. Il a une liaison sigma avec ce carbone et il a 2 liaisons sigma avec les 2 hydrogènes. Il a donc 4 liaisons sigma. Les 4 liaisons sigma sont obtenues par recouvrement axial. Donc ce carbone est dans l'état d'hybridation sp3. Maintenant, si je prends ce carbone ici, il n'est pas au centre, ce n'est pas le carbone central. Alors ce carbone, il a une liaison sigma avec ce carbone, il a une liaison sigma avec le deuxième carbone, et il a une liaison sigma avec l'hydrogène. Et la deuxième liaison qu'il a ici, c'est une liaison pi. Donc ce carbone a 3 liaisons sigma et une liaison pi. Pour former la liaison pi, il doit être dans l'état d'hybridation sp2. Et si je prends ce carbone qui est en bout de chaîne, il n'est pas au centre, il est à la fin de la chaîne. Alors ce carbone a une liaison sigma avec le carbone, il a une liaison sigma avec l'hydrogène, et les 2 liaisons ici, ce sont 2 liaisons pi. Il a donc 2 liaisons sigma et 2 liaisons pi. Pour être dans cet état, on doit garder 2 orbitales de type P. Ça veut dire que ce carbone est dans l'état d'hybridation sp. Donc, au niveau d'une molécule organique, on va considérer chacun des atomes et selon les liaisons qu'ils forment, on peut décrire l'état d'hybridation dans lequel ils se trouvent. Dans une même molécule, nous avons un carbone dans l'état d'hybridation sp3, un carbone dans l'état d'hybridation sp2 et un carbone dans l'état d'hybridation sp. Donc, il faut considérer chacun des atomes en fonction des liaisons qu'ils forment. On peut définir son état d'hybridation. Ça répond à votre question? Oui, monsieur, merci. D'autres questions?
On a jusqu'à quelle heure? Monsieur, une question, s'il vous plaît. On travaille jusqu'à quelle heure, normalement, quand vous êtes à 8h30? Vous restez jusqu'à 10h ou 10h15? 10h15. 10h15. D'accord. C'est bon. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, donc, on va prendre 5 minutes et je vous laisse vous reposer un petit peu avant l'autre séance. Il y avait une question? Je vous écoute. La question? Oui, je vous écoute. Monsieur, ce que j'ai compris que la liaison entre C et H, ça peut être la liaison P. Et entre C et C, ça va être la liaison sigma. Alors, bon. Monsieur, votre micro est désactivé. Maintenant, c'est bon? Monsieur. Oui, Oui, vous c'est bon. m'entendez? D'accord. Oui, monsieur, on vous entend. Donc, je répète, la liaison sigma, c'est un recouvrement axial entre deux atomes quelconques, A et B. L'atome A, les électrons qui se trouvent dans des orbitales atomiques, un recouvrement selon l'axe, ça me donne la liaison sigma. Par exemple, les orbitales S, l'atome A à l'orbitale S, l'atome B a aussi l'orbitale S, et donc le recouvrement ici des orbitales me donne la liaison sigma entre A et B. J'ai donc ici un recouvrement axial selon l'axe ici de la liaison. Pour former la liaison pi, c'est un recouvrement latéral. Donc toujours entre A, qui a un électron, et B, qui a aussi un électron. Donc pour former la liaison, il y a toujours le partage de deux électrons. Mais le recouvrement latéral ne se fait pas selon l'axe de la liaison. Il va se faire à partir des orbitales, ici, P. Dans le cas du carbone, c'est l'orbitale de P. Donc on a A avec l'orbitale P et B avec l'orbitale P. Nous avons donc le recouvrement des orbitales, ici, et qui nous donne entre A et B, ici un nuage électronique, qui forme la liaison pi entre les deux atomes, ici la liaison sigma entre les deux atomes. Donc ici, nous avons vu la liaison sigma et la liaison pi. Quand vous prenez l'atome de carbone, Z égale à 6, si je prends sa couche externe, 2S et 2P, dans l'état excité, j'ai donc 4 électrons dans la couche externe. L'électron qui est dans l'orbitale S, l'orbitale S ne peut faire qu'un recouvrement axial, ne peut donner que la liaison sigma. Par contre, l'électron qui se trouve
ici dans l'orbital P, il peut faire un recouvrement latéral et me donner la liaison pi, comme il peut faire un recouvrement axial. Ici l'orbital P, dans A, et l'orbital P dans B. Là aussi, ça me donne un recouvrement axial qui peut aussi me donner la liaison sigma. Donc, S ne donne que la liaison sigma. L'orbital S me donne que la liaison de type sigma. Et l'orbital P, pardon, l'orbital P l'orbital P peut me donner la liaison sigma et la liaison pi. Donc, si vous prenez l'hydrogène, Z égale à 1. Sa configuration électronique, un S avec un électron. Donc, l'hydrogène n'a pas d'orbital P pour faire un recouvrement latéral. L'hydrogène ne peut pas faire de liaison pi. Il ne peut faire que des liaisons sigma. Donc, la liaison pi, la double liaison, on peut l'avoir entre deux atomes de carbone. On va voir après qu'on peut aussi le faire avec l'azote et avec l'oxygène, mais pas avec l'hydrogène. L'hydrogène, ça vous donne toujours une liaison sigma. Ça répond à votre question? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez une autre question? Monsieur, Oui. pour un atome, est-ce que ces liaisons sont toujours identiques? Ça dépend. Donc ici, quand vous prenez un atome de carbone, donc si je prends ici cet atome de carbone, il a ici une liaison sigma, et ici c'est une liaison pi. Pour le même atome de carbone, ces deux liaisons ne sont pas identiques. J'ai une liaison par recouvrement axial et une liaison par recouvrement latéral. Donc là, c'est type entre les atomes. Ça aussi, on va le voir par la suite avec plus de détails sur la nature des liaisons. La liaison, donc c'est un contact entre deux atomes, mais elle peut se faire, cette liaison, de différentes façons. On va les voir par la suite. Donc là, ce que vous pouvez retenir en ce qui concerne l'hybridation, c'est que l'atome possède des électrons qui tournent autour du noyau dans des orbitales atomiques. L'orbital atomique, c'est un domaine de probabilité de présence de l'électron. Chaque atome va essayer de remplir sa couche externe par le nombre d'électrons nécessaires. Comme ça, il est dans un état stable, la molécule à la plus basse énergie. Pour remplir sa couche externe, il va partager des électrons avec d'autres atomes. Ce partage d'électrons se fait par recouvrement d'orbitales atomiques. C'est ce qui va lier les atomes entre eux. C'est ce qu'on appelle les liaisons chimiques. Pour expliquer la géométrie autour de l'atome de carbone, on utilise la théorie de l'hybridation qui nous permet d'avoir une hybridation de type sp3, une hybridation de type sp2
ou une hybridation de type sp. Dans le cas d'sp3, on a une orbitale s et 3 orbitales p qui nous donnent 4 orbitales sp3 dirigées vers les sommets d'un tétraèdre et formant un angle de 109 degrés 28. Chaque orbitale, par recouvrement axial, va former une liaison sigma. Ici, par exemple, le carbone, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène et un hydrogène. Dans le cas de l'hybridation sp2, c'est une orbitale s et 2 orbitales p qui vont nous donner 3 orbitales sp2 dirigées vers les sommets d'un triangle et formant un angle de 120 degrés. L'orbitale P qui reste par recouvrement axial, latéral, un recouvrement latéral va former une liaison pi et on a donc une double liaison entre les 2 atomes de carbone, une liaison sigma et une liaison pi. Enfin, l'hybridation sp, une orbitale s et une orbitale p vont me donner 2 orbitales sp dirigées de part et d'autre et formant un angle de 180 degrés. Les 2 orbitales p qui restent, par recouvrement latéral, ici on forme une liaison pi et les 2 autres orbitales vont former ici, par recouvrement latéral, la deuxième liaison pi. On a donc 3 liaisons entre les 2 atomes de carbone, une liaison sigma et 2 liaisons pi. Donc ça, c'est les états d'hybridation dans lesquels on peut trouver l'atome de carbone. Voilà, donc on va se limiter à cette théorie de l'hybridation. Comme ça, je vous laisse le temps de l'assimiler. On peut donner la même chose par rapport aux autres atomes. Donc, je vous laisse y réfléchir. Et Monsieur, oui. Pour le TD, est-ce que le TD commençait cette semaine? Je vous indiquerai dans le groupe. Vous aurez l'information dans le groupe. En fonction de l'évolution de la semaine, donc on verra, soit on commence la semaine prochaine, soit la semaine d'après. L'information, vous l'aurez dans le groupe. D'accord, merci. Alors, ici, si vous y réfléchissez un petit peu, pour les autres atomes, on a vu dans le cas de l'hydrogène, Z égale à 1, on a un électron, donc on ne peut pas faire d'hybridation. Par contre, dans le cas de l'oxygène, Z égale à 8, la couche externe, il y a l'orbitale S, la couche externe est là, c'est là. On a l'orbitale 2s et 2p. On peut donc avoir l'hybridation sp3 et sp2. Dans le cas de l'azote, Z égale à 6, Z égale à 7, pardon. Z égale à 7 pour l'azote. Dans la couche externe, vous avez l'orbitale 2s, l'orbitale 2p. Nous avons 3 électrons célibataires, une valence égale à 3. Et on peut donc former l'hybridation sp3, sp2 et sp.
Alors, ces orbitales hybrides sont construites de la même façon que pour l'atome de carbone. Ça vous permet donc d'imaginer l'hybridation sp3, sp2 et sp dans le cas de l'oxygène et dans le cas de l'azote. Donc, en travaux dirigés, on va voir justement la construction de ces orbitales qui nous permettent de trouver la géométrie des molécules organiques. Voilà, donc avec ça, je termine la séance d'aujourd'hui. Bon, je suis content de vous avoir retrouvé, même si ça se fait à distance, on n'est pas en contact direct, mais ça nous permet d'échanger les informations. Donc, j'espère que c'est bénéfique pour vous, que ça vous permet d'avancer dans votre formation. Alors, nous avons un domaine d'échange, donc que ce soit les mails ou éventuellement le groupe. Alors, si vous avez des questions, des informations ou toute autre chose, vous pouvez laisser un message dans le groupe. J'essaierai de répondre au fur et à mesure et en fonction de ce qu'on en a besoin. En même temps, je vais essayer de vous laisser des documents, alors toujours ici dans le groupe. J'ai essayé d'utiliser Moodle, mais apparemment, il n'est pas encore activé. Une fois qu'il sera activé, donc peut-être on pourra aussi l'utiliser pour compléter l'échange ensemble. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.